j'appelle mon ami Habib El-Kapou, qui va donner le modèle de la démarche qualité dans notre service de chirurgie oncologique digestive. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur à l'Institut national d'oncologie, qui est celui de l'assurance qualité. Je vais essayer de donner quelques définitions assez rapidement, et puis vous parler un petit peu de l'expérience du service quant à cette assurance qualité. Et puis je vais le faire en contextualisant, puisque je vais vous parler de ce sujet en parlant du cas spécifique de la chirurgie oncologique en milieu hospital-universitaire, puisque c'est un milieu extrêmement spécifique, avec une triple mission de soins, de recherche et de formation. Il faut imaginer, puisque, je prends l'exemple de M. Blechsen, imaginez que tous les 3 mois, tous les 6 mois, votre équipe change à 80%. C'est ça un service hospital-universitaire, des résidents qui changent, des personnes qui sont en formation, des gens qui vont, des gens qui viennent, des personnes qui sont expertes dans le service, des chirurgiens qui doivent se déplacer pour des missions. Donc c'est un milieu où l'incertitude règne, où le changement est la règle. Et donc c'est un milieu complexe. Et donc je vais vous parler de ce milieu en particulier et comment l'assurance qualité peut aider. Alors une définition très rapidement, celle de l'OMS, un peu simplifiée, c'est que la qualité, c'est en fait une capacité, la capacité d'une organisation à répondre aux besoins implicites ou explicites des patients. Et cela selon les connaissances professionnelles, donc il y a une articulation forte avec la science, avec la recherche, avec ce qu'est finalement la vérité scientifique, et enfin les ressources disponibles. Et donc la qualité, ce n'est pas une affaire de riches ou de pauvres, c'est juste une affaire de mobilisation des ressources disponibles pour se mettre au service du mieux qu'on peut du patient et de ses besoins. L'assurance qualité, c'est finalement vérifier que ce qu'on déclare, c'est-à-dire la publicité qu'on fait, notre discours, correspond à la réalité. D'accord? C'est, d'ailleurs, ça part d'une mauvaise traduction de l'anglais. Assurance qualité, dans assurance, il ne faut pas comprendre une assurance telle qu'on le conçoit pour notre voiture. C'est la confiance. Assurance en anglais. C'est-à-dire, c'est établir la confiance que le patient client va en avoir pour son argent, ou va en avoir pour ce qu'on lui a annoncé en tant que prestataire, en tant qu'organisation. Donc c'est une notion de confiance. Donc c'est ça l'assurance qualité, c'est une démarche systématique, un processus systématique de contrôle de la conformité, de la prestation par rapport à une norme qui est définie. Et donc, cette assurance qualité, on ne la fait pas pour embêter les cliniciens, on l'a fait pour établir un cycle continu d'amélioration de la qualité, mais aussi pour améliorer la confiance du client, ici en l'occurrence des patients, pour cette organisation, et puis la crédibilité de cette organisation auprès de ses interlocuteurs, des parties prenantes de son environnement. Donc il y a vraiment, dans l'assurance qualité, cette arrière-pensée d'améliorer de façon continue la qualité et d'améliorer la confiance et la crédibilité de notre organisation, ici, l'INO en l'occurrence. Alors, je reprends le fameux triangle cher à Dr Khali, puis qui est finalement devenu le cadre conceptuel global de la démarche qualité à l'INO, qui est cette triangulation entre des normes qui sont établies, un système de contrôle qui vise à vérifier ou à évaluer l'écart qui existe entre la norme et notre pratique réelle, et enfin des mesures d'amélioration qui peuvent être déployées par des méthodes comme celle du cercle qualité dont mon ami Hind a parlé extrêmement bien tout à l'heure. Donc des cycles d'amélioration. Et puis, il faut être courageux, il ne faut pas se désespérer, pas être impatient. C'est un cycle continu, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Donc ça ne s'arrête jamais, et c'est quelque chose qu'il faut accepter dès le début, sinon on est frustré. Alors en pratique, ce n'est pas seulement des normes qu'il faut établir, si on parle d'un service hospitalier universitaire de chirurgie. C'est un système de normes, donc une typologie, avec des catégories, des normes, et puis un système de contrôle de ces normes, avec un gradient. On peut être proche des normes, on peut être très très éloigné, on peut les violer allègrement, on peut dépasser aussi les normes, être mieux que ce qui est établi comme norme. Donc il faut à la fois un système de normes, un système de contrôle qui soit performant, et puis, plus que de l'amélioration, il nous faut des outils, des méthodes. Le cercle qualité en fait partie, mais il y a d'autres outils qu'on peut employer. Et donc en pratique, dans un service hospitalier universitaire, ça consiste à finalement essayer de prendre ces concepts qui peuvent paraître extrêmement abstraits, hein, c'est des concepts, c'est des idées, et il faut les mettre en pratique, c'est-à-dire les mettre dans un calendrier, dans un planning hebdomadaire. Les journées elles font 24 heures à l'INO aussi, ça n'a pas encore changé, donc c'est 24 heures, les semaines, voilà, c'est 7 jours. Et donc il faut caser tout ça, l'opérationnaliser dans les plannings
dans le processus de soins, qui implique d'autres intervenants, qui implique beaucoup d'activités. Pour les chirurgiens, c'est notamment la discussion en RCP, c'est la consultation, c'est la préparation des patients, la programmation opératoire, la gestion des complications, les gardes et puis les urgences le soir et le week-end. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut intégrer dans cette démarche pour avoir une approche qui soit la plus complète possible. Et puis, c'est aussi prendre en considération le contexte, notre système. Nous travaillons dans des systèmes, c'est Préli l'a rappelé ce matin, et ce sont des systèmes qui sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire qui sont en interaction avec le monde. Regardez l'impact du Covid sur nos systèmes de santé, sur nos vies. Donc c'est des systèmes ouverts. Il ne faut pas vivre dans l'illusion qu'on vit dans des systèmes clos, protégés, que l'INO est une espèce d'île perdue au milieu d'un océan. Nous avons des interactions fortes avec notre environnement, qui soit réglementaire, et même culturel. Nous sommes dans la société marocaine, nous faisons partie de cette société. Et puis, la chirurgie a cette particularité, peut-être pas si particulière, mais en fait c'est lié à son histoire, lié que ça reste quelque chose d'artisanal, quelque chose qu'on fait avec les mains, ça ressemble à une science, mais c'est pas une science, c'est plus quelque chose qui relève de l'artisanat, et que donc on vit dans un environnement où le changement est permanent, changement d'équipe, mais aussi changement des conditions du malade, on peut avoir des saignements. Alors on peut être certain d'avoir bien fait les choses, et puis ça peut mal tourner, puis il y a des complications, ça se passe souvent le soir, le personnel est en alerte, il faut déclarer les choses, parfois c'est une simple intuition qui nous demande d'aller explorer ce qui se passe, et puis il y a de l'incertitude qui est là aussi maximisée par l'environnement de pénurie de sang, et beaucoup de déterminants que je n'ai pas le temps de déployer ici. Restons sur l'assurance qualité. Alors en pratique, quel est le système de normes qu'on a choisi? Écoutez, on a fait une recherche assez large, internationale, sur les différents systèmes de normes disponibles. Celui qui nous a séduit, c'est celui des Pays-Bas. Et on a eu la chance, grâce à la Fondation, de pouvoir inviter le Dr Jacob Snellen, qui est chirurgien aux Pays-Bas, qui est maintenant à la retraite et qui travaille dans le cadre de la chirurgie humanitaire maintenant, et qui a été auditeur pour la Société hollandaise de chirurgie pendant 30 ans. Et donc, il a eu la gentillesse de nous traduire son système de normes, qui est le système original étant en langue hollandaise, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il nous l'a traduit en français. Et donc, c'est un système assez simple et qui prend en considération tous les aspects d'un service, de l'activité des services hospitaliers universitaires. Donc, l'évaluation des soins, le fonctionnement du service au plan managérial, la perspective du patient, on en parlait, et enfin le développement professionnel, c'est-à-dire viser ces agents, ces opérateurs de nos systèmes, vraiment dans ce qui est le plus intime, c'est-à-dire savoir leur fonctionnement, leur perspective d'avenir et de progression. Alors ce système de normes comporte 23 items, et on a choisi dans le service avec le professeur Mohsin et l'ensemble de l'équipe, avec Leïla, Amin, Anas, Amoun, Souad, tout le staff managérial du service, de faire une auto-évaluation collégiale sous la forme d'une réunion informelle qui a lieu dans la salle de staff tous les 6 mois. Et donc, cette auto-évaluation, on l'a fait en utilisant la grille d'audit. Et donc, cette grille d'audit, elle va de 1, ça veut dire que votre prestation, en fait, correspond à un avertissement. La prestation représente une menace pour la qualité et la sécurité, donc il faut une mesure de correction ultra rapide dans les 6 mois, jusqu'à 5, qui correspond à l'idéal, à un niveau exemplaire documenté. Puisqu'il y a des choses qu'on fait très bien, mais qu'on ne documente pas. Et à partir du moment où on ne sait pas documenter, comme le dit Anas, ben prouvez-le. On ne peut pas le prouver. Et cette auto-évaluation collégiale, pour que ce ne soit pas juste une lubie du chef de service, et puis que ça change ou un effet de mode, on l'a introduite, c'est ce qu'il y a en rouge, on ne voit pas très bien ce truc, c'est dans la politique du service et son plan d'action. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose d'institutionnel au niveau du service. C'est-à-dire, les tâches sont réparties sur des documents internes du service qui prévoient les fonctions de chacun. Anas s'occupe de la pédagogie, Amine va s'occuper de la recherche. Voilà, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun a des missions, des droits et des devoirs par rapport à ça. Et donc, c'est une façon de boucler la boucle et d'avoir quelque chose qui est formalisé. Alors, la partie pratique. Une fois que vous avez un système de normes et un système de contrôle, ben, il faut faire le travail, c'est-à-dire essayer d'intégrer tous ces concepts-là dans l'activité réelle, c'est-à-dire les activités cliniques, les activités de recherche, et faire en sorte que ça fonctionne. Et comme on n'est pas très nombreux, et qu'on aime bien, on est un peu radin sur notre temps, on veut être très efficace
en essayant de garder une qualité de vie acceptable, on essaie de trouver des synergies, c'est-à-dire des moments où on fait les choses de façon extrêmement efficace, tout en cochant un maximum de cases à la fois. Donc le staff matinal, je vous ai pris deux exemples, le staff matinal et la revue de morbimortalité. Pour le staff matinal, donc c'est 8h45, 9h15, tous les jours, j'insiste bien, tous les jours, c'est-à-dire samedi et dimanche et les jours fériés. Donc un staff où il y a les infirmiers et les médecins et le kinésithérapeute quand il est disponible. Donc c'est un staff multidisciplinaire. Ce staff-là nous permet de cocher pas mal de choses. Donc on fait de la concertation multidisciplinaire quotidienne pour le patient. On décide, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Si on a besoin d'une autre spécialité, on appelle au téléphone. Avec les infirmiers, voilà, on demande voilà, comment est le pansement, comment vous l'avez trouvé, est-ce qu'il va mieux, pas bien. Donc il y a de la concertation. On fait une passation de consignes formalisée, documentée sur le système. On fait la cotation des complications. D'accord ? Donc c'est des petites cases vertes qui sont en train de s'allumer sur le système de normes. Cotation des complications sur le système grâce à la classification clavienne qui est paramétrée dans le système ENOVA. On fait la déclaration des infections nosocomiales. Je vois, il y a là notre directeur du CLIN qui a confirmé qu'on est exhaustif sur la déclaration des infections nosocomiales. On déclare les incidents, puisqu'on a un système là aussi qui s'allume sur la question de la gestion des plaintes et la satisfaction du patient. Donc il faut qu'il y ait un feedback. C'est M. Almond qui s'occupe de cette partie-là. Et puis, tout ça permet une actualisation et une vérification des données. Donc les données de notre dossier patient, elles sont consolidées collectivement. Et donc on a un système de tags qui nous permet de faire de la recherche et tout. Et donc voilà, les tags sont vérifiés par tout le monde. Ça, c'est un programme colorectal. Ça, complication, pas complication. Et une fois qu'on a fini, une fois que le patient sort d'hospitalisation, les données sont carrées, il n'y a aucun besoin de les vérifier. Ça, c'est l'exemple du staff. L'exemple de la revue de morbimortalité. Alors, vous savez, une revue de morbimortalité, c'est quelque chose qui permet de discuter de façon rétrospective et de façon systémique un incident, un événement indésirable, et qui permet d'en puiser des leçons. Donc, c'est un petit peu de l'apprentissage par l'erreur, et c'est quelque chose qui permet finalement d'initier les cliniciens, les soignants de manière générale, à l'approche systémique. À cette idée qu'on n'est pas des soignants isolés, qu'on n'est pas des services isolés dans le monde, mais qu'on travaille dans des systèmes de soins, et que ces systèmes de soins sont complexes, et que ça implique des dimensions de soins, de tâches, d'équipe, de relations interpersonnelles, ce que disait Hind, elle a tout à fait raison, et que ce système de RMM, nous on l'a mis en place, comme c'est un élément, la gestion des complications fait partie du système de normes, mais en même temps, ça permet de gérer le dossier, ça permet d'optimiser et d'améliorer la collaboration avec les résidents, la collaboration avec le personnel paramédical, ça permet de partager la même vision systémique du monde et ce qui arrive, de sortir, de casser de ce conception toxique de la responsabilité, une espèce de conception judiciaire. Il s'est passé ça parce que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Donc on assume collectivement une prestation de soins, voilà, un certain niveau de qualité, on l'assume collectivement et on essaie de s'améliorer, d'être meilleur demain qu'aujourd'hui. D'accord ? Et donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien dans le service. Parfois on a la chance de recevoir aussi nos amis réanimateurs qui enrichissent évidemment le débat. Et puis c'est quelque chose qu'on a utilisé comme vivier pour des idées d'amélioration. La majorité de nos cercles qualité, en fait, ils démarrent au niveau de la RMM. On part du problème. Il y a eu tel problème sur la garde, la supervision n'était pas optimale, donc comment organiser la supervision, comment faire les choses. Et donc il y a tout un brainstorming qui s'opère et on confie à une personne qui devient responsable et qui amorce un cercle de qualité et permet au système d'évoluer. Alors voilà, la déclinaison de ces programmes-là, c'est à la fois sur les activités, mais on peut aller plus loin et se dire, les programmes, et dans le service, on a des programmes de chirurgie hépatique, de chirurgie colorectale, de chirurgie de la surface péritonéale, on a un programme d'ambulatoire, d'endoscopie interventionnelle, donc on a de nombreux programmes qui sont des programmes complexes, transversaux, et donc on a utilisé, on a innové un petit peu, et on a essayé d'utiliser ce système de normes, ce système de contrôle pour la gestion, pour le management des programmes eux aussi. Et donc je prends l'exemple du programme d'hépatectomie qui a été implémenté à partir du 1er janvier 2018, et donc on a défini un cahier des charges. Qu'est-ce que ça veut dire un programme dans notre service? C'est pas juste, on dit que c'est un programme, c'est pas suffisant. Donc il y a un cahier des charges très précis, donc un programme, il faut qu'il y ait un référent, donc un responsable, quelqu'un à punir, comme c'est si jamais ça ne marche pas, et puis une base de données locale pour produire de la donnée, produire de la recherche,
participation aux études internationales, être dans une démarche où la norme, où le benchmarking se fait non pas sur une norme locale qu'on pourrait soupçonner de complaisance, mais dans une norme internationale. Il faut que les résultats pour le citoyen, pour le patient marocain, soient aux normes internationales. Il n'y a aucune raison que ce soit moins bien que dans un autre pays. Il n'y a aucune raison, ni moralement ni éthiquement, que ce soit moins bien. Et puis, protocolisation, normalisation des soins périopératoires, normalisation des protocoles techniques au bloc opératoire, l'installation du patient, les boîtes opératoires, le matériel, les commandes à la pharmacie, tout ça, il faut le normaliser. Et puis, un référentiel des compétences. Nous sommes un service hospitalier universitaire. Le résident, en 5e année, il sait, il doit apprendre à faire le cancer de la vésicule, le curage pédiculaire, la mobilisation du foie en première année. Donc, il y a un référentiel des compétences. Et voilà, on est dans le partage d'informations et dans la formation. Et tout ça dans le cadre, évidemment, dans un plan de développement. Un programme, il faut le développer, il doit grandir. Pour la chirurgie hépatique, le prolongement naturel pour les cancers du foie, c'est évidemment la transplantation hépatique. Et donc vous voyez qu'il y a une logique, qu'il y a une articulation logique dans le développement de ces programmes. Alors est-ce qu'il y a des résultats mesurables, ou bien est-ce que je suis en train de parler dans le vent? Oui, il y a des résultats, j'ai choisi de vous en présenter deux, qui concernent ma spécialité. Je préfère parler de ce que je connais. Donc c'est l'audit de l'implémentation du programme d'hépatectomie, c'est un papier qui a été publié en 2020. Et donc, ce que vous voyez, on ne le lit pas très bien, ce qui est dans le carré, c'est la démarche qualité au niveau de l'hôpital et au niveau du service. C'est la formation à la qualité à laquelle ont été initiés, aussi grâce à ces mahotés que la Fondation avait mandaté à l'hôpital et à qui il faut rendre hommage pour tout ce qu'il nous a appris. Mise en place de réunions de concertation, la RMM, protocole de développement, établissement d'un registre de mort-immortalité. Donc tous ces éléments-là qui participent de l'assurance qualité, de la démarche qualité, ont été implémentés immédiatement au début. Et on voit ici, sur cette courbe, les résultats initiaux sur la première année, 2018. Et puis, hop, on voit que, de façon concomitante, vous voyez la zone un petit peu claire, la zone grise, ça correspond à l'implémentation des mesures qualité. Et quand on arrive à stabiliser l'assurance qualité, la démarche qualité, on a une corrélation. Alors je ne dis pas qu'il y a une causalité directe, mais il y a une corrélation entre une maturité du système d'assurance qualité et une stabilisation des résultats. Ici, c'est les complications sévères, qui est à 24% la première année, stabilisée à 5,9%, incluant la mortalité. Donc la mortalité est dans le pool, et donc on est aux normes de tous les services internationaux dans le monde. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat publié dans une autre revue, aussi en 2020. On a décidé d'utiliser les revues de mortalité et finalement de se dire, la RMM nous permet d'avoir une photographie de notre système. Ça dit comment ça fonctionne. Alors pourquoi ne pas prendre toutes les données des RMM, les agréger et voir s'il n'y a pas des tendances, s'il n'y a pas des choses qui se répètent, qui ne fonctionnent pas mais qui se répètent. Alors on avait fait ce travail, il a été publié il y a 2 ans, et on avait dit qu'il y avait 3 problèmes récurrents. C'était 2018-2019. La notion de, à l'époque, les soins périopératoires n'étaient pas parfaitement normalisés, il nous manquait des protocoles. La gestion des changements de stratégie, comment on perd des patients qui sont référés généralement à titre tertiaire, on a des patients très difficiles, donc il y a parfois nécessité de changer la stratégie en péropératoire. Or en chirurgie, quand on change la stratégie au bloc, la balance bénéfice-risque peut changer, sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on est dans le feu de l'action. Et donc il y avait un problème dans la gestion des changements. Aujourd'hui, pour qu'il y ait un changement de stratégie, on appelle un autre chirurgien, qui n'est pas au bloc. Si je bloque sur si je dois changer de stratégie, je dois appeler soit Amine, soit NS, soit M. Mohsin, pour se dire, écoutez, je vais changer, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Et quelqu'un qui n'est pas dans le feu de l'action va avoir, voilà, un esprit, on appelle Hind aussi très souvent au téléphone pour ce genre de situation, et on prend des décisions. Donc ça, on a réglé ce problème. Et puis le partage d'informations, à la fois entre les équipes, dans l'équipe, mais aussi avec l'administration. Puisqu'on voit le petit 3 qui remonte, en fait, il y a plein de choses qui sont systémiques, qui ne relèvent pas, hein, les délais sur la biologie, les délais sur le sang. Donc c'est des données qu'on avait au niveau du service, mais qu'on ne partageait pas, et c'était une erreur de notre part avec l'administration, qui, elle, a des leviers à un niveau plus élevé managérial, avec sa relation avec le CHU, pour régler un certain nombre de problèmes. Et donc il manquait ce problème-là, et c'est des choses, c'est des diagnostics qui nous ont été donnés par une démarche qualité, une agrégation. 2 autres petits résultats par rapport à ce même papier. 80% des mesures qui ont été faites en aval des revues de mortalité ne sont pas spécifiques. Donc on s'intéresse au foie, mais en fait on se rend compte que le problème c'est pas le foie, c'est donc le fonctionnement du système, donc les protocoles, la façon de superviser, la façon de se parler, de communiquer. Donc c'est pas spécifique.
Et donc si ce n'est pas spécifique, si j'agis avec l'équipe, si on agit collectivement sur ce qui n'est pas spécifique, tous les programmes et toute la qualité au niveau du service, elle augmente. Et donc c'est extrêmement rentable d'un point de vue managérial d'avoir des mesures qui sont générales, non spécifiques et systémiques. Autre chose, 17 facteurs de récupération. Ça, c'est des choses qui ont bien marché quand il y avait un problème. Et le plus souvent, c'est des choses qui ont bien marché. Elles font appel à quelque chose qu'on retrouve très peu dans l'assurance qualité, et qui touche à quelque chose de vraiment intime et de fondamental, en tout cas en chirurgie, c'est la notion de résilience. On a eu des patients sauvés, pourquoi? Parce que c'est récent, l'infirmier le soir se rend compte de quelque chose qui ne se passe pas, et que de façon proactive, il prend l'initiative d'aller prendre une poche dans un autre service de sang, dans un frigo, et sauver le malade. Donc des choses, c'est en fait la gestion de l'aléa. Des choses qu'on ne peut tout simplement jamais prédire, mais il faut être prêt quand ça tourne mal à le faire. Ouvrir le bloc opératoire alors que l'équipe n'est pas encore venue, dans un cas d'un choc hémorragique. Donc ce genre d'initiatives, ils sont liés en fait à la grande autonomie, la grande liberté et le professionnalisme du personnel qu'on a dans le service, et puis à l'hôpital de façon générale. Il faut rendre hommage aussi aux surveillants généraux qui font un grand travail de coordination dans ces situations-là, pour permettre de sauver des patients. Et donc, ça c'est des résultats cliniques, c'est pas très important, mais le plus important à mon sens c'est ça. C'est qu'avec cette démarche qualité, avec l'assurance qualité, on obtient un méta-résultat, c'est-à-dire un résultat encore plus grand, encore plus haut, à un niveau supérieur. C'est plus qu'une amélioration. Moi je qualifie ça de transformation, voire de métamorphose. Et cette métamorphose, elle touche un aspect qui est un aspect non technique, qui est un aspect culturel. Et donc moi j'ai l'impression que depuis 2 ans, depuis la dernière présentation, ça continue, ce processus de transformation culturelle au niveau de l'INO, au niveau du personnel, nous-mêmes, dans notre rapport avec les problèmes, même on n'a plus peur des problèmes. Oui, les problèmes, c'est des opportunités d'amélioration, on dédramatise, on discute et puis on trouve des solutions. Et cette culture de la qualité, elle est en train de s'opérer, elle est en train de mûrir, elle va encore aller encore plus loin, et cette transformation de la qualité, en tout cas dans le domaine chirurgical, elle a été très très bien captée par le professeur Clavien en Suisse, qui avait fait un papier dans Annals of Surgery en 2013, et où il expliquait cette transition. C'est une transition, en fait, vers plus de collaboration. L'idéal d'autonomie totale du chirurgien face à son malade, c'est un peu le passé. C'est beaucoup le passé. C'est la collaboration. C'est l'évidence, c'est-à-dire la preuve, plutôt que l'autorité, l'argument d'autorité. C'est la mesure. Donc on est en plein dans le sujet, l'assurance qualité. C'est la mesure. C'est la transparence, et puis un élément, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est la question de l'intérêt. L'intérêt public. On a des situations, y compris dans notre organisation à plus haut niveau, un problème de conflit d'intérêt. On ne peut pas développer un hôpital quand on est soi-même, voilà, quand on a une clinique. C'est pas possible. Il y a un moment où il faut clarifier les choses. L'intérêt public, c'est l'intérêt public, et le développement d'un hôpital public comme l'INO, je reprends le mot de Seprali, il faut se battre. Il y a une notion de bataille. Il y a une notion de bataille. C'est une bataille au service d'idéaux, d'idées. Et donc ces idées-là, c'est celle de l'excellence pour le citoyen marocain, quel que soit son niveau de revenu. Et ça mérite de se battre pour ces choses-là. Je vais finir, j'ai encore 2 diapos et je finis. Il y a un autre cadre conceptuel qui est extrêmement intéressant, c'est celui des organisations à haute fiabilité. Et on y trouve des idées très intéressantes pour la chirurgie. Ce cadre-là, il prévoit 2 choses. Dans le cadre de ce qu'est la culture de la fiabilité, qui est finalement un complément à la culture de la qualité, c'est la question de la recherche constante des défaillances. Les problèmes, il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Il faut être proactif par rapport à ça. La réticence à la simplification. Non, ce n'est pas simple. Non, pour vous expliquer ça, il faut prendre le temps. Pour que je comprenne vos problèmes. Et ça, dans cette démarche-là, le système d'information est un bon exemple. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas une simple opération, un dossier médical papier qu'on transforme en numérique. Non, la digitalisation, c'est autre chose. C'est un autre outil. C'est un processus qui demande du temps, qui demande d'écouter les utilisateurs. Donc, ne pas simplifier. Le monde est complexe, il faut l'aborder avec une pensée complexe. La sensibilité aux opérations. Oui, en définitive, oui, la chirurgie, ça se passe à un moment au bloc, avec du personnel du bloc, et il y a du sang, et il y a des mains, et il y a des corps, et il y a de la fatigue. Et donc, il y a des opérations. Il n'y a pas simplement des opérations de l'esprit. Il y a des choses pratiques et opérationnelles. La résilience, j'en ai déjà parlé, la déférence à l'expertise. Notamment en chirurgie, dans toutes les situations où on a du très très haut risque, il faut faire confiance aux experts, les utilisateurs, les experts. Il faut avoir une déférence des experts. Nous, dans le service, au staff, quand les infirmiers nous disent il est fatigué, il ne doit pas sortir, il ne doit pas sortir.
il doit pas sortir. Ce n'est pas une question d'autorité ou de chaîne hiérarchique, c'est une question d'expertise. Quand les gens sont experts de quelque chose, il faut leur reconnaître cette expertise et en tenir compte. Dernière diapo. Tout ça sur la fiabilité, c'est important, à la condition que cette transformation dont j'ai parlé continue, pour encore plus de pleine conscience collective, c'est-à-dire, voilà, ensemble, on partage les choses, on partage les idées, il faut qu'on soit conscient de nos forces, mais aussi de nos faiblesses et des enjeux qui nous attendent. Il faut que ce soit qu'il y ait du sens. Donc il faut raconter des histoires. Il faut raconter ces histoires. Il faut les raconter, il faut que les gens comprennent. Ils sont là, ils viennent le matin à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ça a du sens. On soigne des patients, on mène une bataille vis-à-vis, on mène une bataille pour des valeurs. Ces valeurs, elles sont importantes pour nous. Et puis, la mise en action. Les idées, c'est bien, mais voilà, quand on est chirurgien, on aime bien que l'action soit mise, et quand on fait de la qualité, on est dans l'action. Alors, chacun a fini sur une note un petit peu émotionnelle, ou du moins un petit peu personnelle. Moi, je ne vous cache pas quelque chose, et j'avais déjà dit la dernière fois. Je suis très content le matin d'aller travailler, et puis de retrouver des gens motivés, des gens engagés, des gens avec qui je partage les mêmes valeurs, et avec lesquels on va continuer de mener cette bataille pour la qualité